Nous sommes au niveau de la rubrique analyse. Bonjour Henri Yambaudet. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les auditeurs de la 102.3 et bonjour donc à toute l'équipe technique et à tous ceux qui sont, je dirais, en train de nous suivre. À présent. Alors comment est-ce que vous portez? Après un long week-end, il faut observer que c'est pas facile. C'est pas facile de sortir dans un long week-end comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Allez, Henri Yambaudet, actualité oblige. Aujourd'hui, 128 893 candidats composent pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2025. Et il faut dire que cette année, une progression de 3,1%. D'abord, il faut déjà saluer donc l'ADER, les acteurs de l'enseignement, le secteur de l'enseignement, saluer d'abord également le gouvernement. Après 9 mois, les candidats se retrouvent donc aujourd'hui, à partir de ce jour, en composition. D'abord, c'est un défi pour les enfants, pour les candidats, parce que vous savez, dans votre quartier, vous êtes regardé, on connaît le nombre de candidats. Tout à fait. D'accord, donc chacun doit travailler pour sortir donc sa tête de son épingle du jeu. Oui. Et l'autre côté, c'est aussi un défi pour les parents, parce que quand votre enfant est candidat, c'est tout un souci pour vous. Oui. D'accord. Tous les yeux sont rivés sur votre enfant. Déjà qu'il faut faire rappeler que depuis la rentrée, vous devenez également candidat parce que il faut le suivre et toutes les étapes. Tout à fait. Ce matin, on peut le constater par la forte affluence déjà au niveau de ces centres de composition, oui, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, quand votre enfant doit aller, par exemple, dans un centre un peu loin ou même à côté de vous, et qu'il observe que derrière lui, il a son papa ou bien sa maman, ou bien un de ses proches, il a un esprit qui le réveille, il est galvanisé, il est motivé à donner le meilleur de lui-même. Parce que les dernières paroles que vous allez lui prononcer dans les oreilles lui feraient motiver. Vous savez, il y a des enfants qui... Jusqu'à la dernière minute, on l'avait dit sur ce plateau, bien évidemment, qu'il y a des enfants qui sont dérangés spirituellement. Et donc, il fallait sécuriser les enfants. Et il fallait. On a cité, donc, c'était un certain nombre de choses à faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Oui, quand vous lui dites des paroles profondes dans les oreilles, il se dit, attention, j'ai un devoir... j'ai un défi devant moi qu'il faut relever. J'ai à faire le nécessaire pour que mon nom sorte au soir donc, de la proclamation des résultats. Et également, vous savez, il faut déjà noter que les enfants qui sont des orphelins, peut-être, et qui sont également dans le lot des candidats, il faut que ceux qui sont dans les alentours les galvanisent également par les paroles. Oui, vous avez fait remarquer qu'il y a eu 3,1%, je crois, de taux d'augmentation, de progression du nombre d'inscrits. Et contrairement à l'année dernière, il y a eu augmentation. Oui, il y a une prise de conscience d'abord au niveau des parents. D'accord. Vous savez, si vous allez chercher les causes, on vous dira qu'il y a peut-être d'abandon, il y a d'escolarisation, il y a bien de choses. Aujourd'hui, tout le monde souhaite que son enfant au moins ait un petit diplôme. Aller à l'école. Et un petit diplôme avant, même si c'est pour aller faire un apprentissage ou quelque chose, parce que ça aide l'enfant forcément à développer d'une manière ou d'une autre. Ça aide. Donc pour moi, c'est d'abord, il faut, en finissant, je dois saluer les acteurs, parce que vous savez, on n'a pas connu de grève comme nous, on l'a connu. Donc je pense que les enfants seront à la hauteur des épreuves qui leur seront administrées, tout simplement. Laurent Tonekes, bonjour. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus. Ouais. Alors, nous parlons... Bonjour aux téléspectateurs, auditeurs. Alors, Laurent, nous parlons de l'actualité du jour. C'est bien sûr le BPC 2025 avec Bénet des gens qui nous parlent de 128 893 candidats en lice. Oui, avec une progression de 3% selon les chiffres avancés par la ministre
des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle. Et donc, déjà, quelles sont vos appréciations? Non, je crois que déjà, le taux de filles, en fait, c'est ça qui m'intéresse parce qu'on parle de 49 pouces. Oui. C'est pas peu, hein? Non, c'est à saluer ces lois parce que vous voyez, par le passé, l'école était exclusivement réservée à un moment donné aux hommes, aux garçons. Mais avec le temps, on a commencé par parler de la scolarisation des filles et on a vu des actions qui ont été menées par le passé. Il faut quand même préciser qu'à une époque donnée, avec l'ancien régime, il était question d'exempter les filles des frais de scolarité, mais avec le gouvernement en place, il y a une continuité dans les actions. On a pu voir aussi qu'il y a des filles... d'autres avantages, monsieur. Il y a d'autres privilèges. D'abord, les filles sont mieux suivies dans les écoles. Je ne cite pas les... Oui, le projet Bessoké. Et puis après, la descente régulière de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Tony Fodé, qui est rentrée, aller dans plusieurs collèges du Bénin, rencontrer les jeunes filles pour leur parler, notamment de leur dignité. Comment les encourager, mais parler de leur dignité, comment elles doivent pouvoir se battre pour pouvoir réussir dans les études. Parce qu'elle-même, elle en est... Voilà, donc je précise qu'elle est médecin, gynécologue, obstétricienne. Donc déjà, c'est un modèle. Quand elle parle aux filles, les filles ont envie de devenir comme elle. Elles ont envie d'être médecins, elles ont envie d'être ministres de la République un jour. Donc, ce modèle qu'elle a incarné, ce qu'elle a, l'exemple, en fait, l'éducation par l'exemple qu'elle a donné, qu'elle a imprimé, je crois que ça paye aujourd'hui. Et puis après, n'oubliez pas, avec tout ce que le gouvernement a fait avec les transferts monétaires aux filles également. Donc, le projet oui, voilà. Donc, il y a que le gouvernement a fait des efforts. Il y a notamment de ces stratégies qui maintiennent... Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a pu faire pour maintenir nos jeunes sœurs, nos filles à l'école. Et c'est à saluer. Et c'est ça qui montre le résultat. Aujourd'hui, 49% quand même, disons pratiquement la moitié des candidats au BPC cette année, c'est à saluer. Ça veut dire que oui, justement, l'égalité genre... Quand on pèse dans la balance. Oui, voilà, l'égalité genre, ça, on voit les fruits tangibles des actions du gouvernement. C'est à saluer le gouvernement et dire oui, il faut continuer, il faut pousser ces actions et espérer que même que l'année prochaine, qu'on ait aussi un taux de 49% pour les filles, pourquoi pas au bac également. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le même taux pour le bac cette année, pas évident, mais attendons de voir les chiffres qui seront rendus publics. Mais si ce n'était pas le cas cette année, souhaitons que le gouvernement réfléchisse davantage et que le gouvernement qui viendra, notamment en 2026 également, travailler à continuer ce qui a été commencé, à ce qui a commencé, pardon, parce que je parlais de l'ancien régime qui a commencé. Ceux-ci sont venus améliorer et ont apporté leur touche également. Oui. Ça donne son résultat. Et les fruits sont là. Il faut maintenant continuer cela et permettre que on ait aussi le nombre sensiblement égal au nombre de garçons qui vont au baccalauréat et que nous puissions davantage espérer que oui, parce que moi, au-delà, nous sommes des hommes, nous avons toujours fait l'expérience des hommes, oui, commençons pas à donner la chance aux femmes aussi de réussir dans les études, que nous soyons moins vicieux, que nous ne soyons pas vicieux au point d'empêcher les filles d'aller à l'école, parce que le problème dans nos écoles aujourd'hui, on a pu voir la semaine passée 2 enseignants condamnés à la criette, l'autre qui a écopé de 5 ans, de 10 ans, l'autre qui traîne sa fille, la fille qu'il garde dans une brousse non loin du collège, pour violer une fille de 16 ans par exemple, et à l'autre qui viole une mineure, une écolière. Donc du coup, quand on voit tout ça, il faut quand même sensibiliser davantage les hommes, sensibiliser nos parents pour dire les filles ont aussi leur mot à dire dans la société d'aujourd'hui. Le développement d'aujourd'hui ne peut se faire sans les femmes, ne peut pas se faire sans les femmes. Il faut impliquer les femmes. Et impliquer les femmes suppose qu'il faut les envoyer à l'école d'abord, qu'ils aient le background nécessaire pour pouvoir prendre la parole dans les instances de décision, pour se faire entendre et défendre non seulement. Parce que on a l'impression que quand la mauvaise interprétation qu'on fait souvent, c'est que quand on voit les femmes prendre la parole, les femmes ne pensent qu'à elles. C'est faux, c'est un faux problème. Les femmes, la plupart du temps, prennent la parole pour défendre les enfants, les jeunes, et défendre le mari. Il y en a qui valablement prennent la parole pour défendre les jeunes. Et donc, si elles ont le pouvoir, oui, c'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses. C'est pareil dans les hommes, parmi les hommes également. On ne va pas parler de ça. On généralise pour dire qu'il y a des femmes valeureuses à qui il faut donner la chance. Et donc, ça commence par l'école.
Alors, Laurent, ma seconde question, c'est bien sûr, vous avez fait le constat ce matin sûrement, la forte affluence au niveau de ces centres de composition. Nous avons vu les parents d'élèves. Est-ce que d'une manière ou de l'autre, cela ne déstabilise pas le mental de nos petits frères, de ces candidats-là? C'est un choix. C'est un choix. Si ça ne tenait qu'à moi seul, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants qui vont au BPC quand même, c'est vrai qu'il y en a qui sont parmi eux, qui sont encore fragiles, qu'il faut suivre. Mais quand vous les envoyez, l'amener déjà devant le centre de composition, la meilleure option, quand ils rentrent dedans, vous quittez. Moi, j'ai 2 candidats qui sont allés au BPC cette année. Mais je ne suis pas sorti. Vous êtes là, vous êtes sur ce plateau ce Oui, matin. même si je n'étais pas sur le plateau, je ne suis pas allé dans le centre. Et votre épouse? Non, elle non plus, elle est à la maison. C'est à vérifier. Moi, je vous dis, je me suis réveillé, je leur ai dit, écoutez, oui, hier même pour aller voir les salles de composition, je leur ai dit, prenez l'argent, allez-retour, revenez, allez vérifier vous-même. Je ne suis pas parti parce que moi, je n'avais eu personne derrière moi. Ça m'a permis de me former dans la société à un moment donné. Et donc, quand vous êtes toujours derrière les enfants, c'est-à-dire que vous ne leur donnez pas la chance de se développer eux-mêmes et de commencer par prendre des responsabilités. Il y a des enfants que vous allez voir, des gens qui ont 25 ans, 30 ans et qui continuent de dire papa, maman. Quand ils veulent prendre une décision, ils veulent dire papa, maman. Mais permettez aux enfants de commencer à prendre les responsabilités. Quand ils sont bloqués, ils vont se référer à vous. C'est vrai, j'ai dit préciser, certains sont fragiles, qu'il faut accompagner. Les 2 qui ont quitté chez moi ce matin, je les ai réveillés, on a parlé, on a prié. Et puis, je leur ai souhaité tout ce que je pense d'eux. Je les ai amenés au portail. Et puis, ils sont partis. Et je leur ai dit, mais allez vous débrouiller, prenez-y mes parties. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais tendance à amener, mais l'un parmi eux dit, papa, c'est pas la peine, laisse-nous partir. On va se débrouiller. Et j'ai compris qu'ils commencent pas à prendre ses responsabilités. Donc, je pense que les parents doivent pouvoir commencer par éduquer les enfants à cet état de choses, les aider à prendre leurs responsabilités plutôt que de vouloir être derrière eux tout le temps. Oui. Il y a des gens, je ne vais pas citer de nom, d'enfants de grands acteurs politiques dans ce pays qui continuent d'être des fils à papa, qui continuent d'être des filles à papa ou à maman. C'est un problème. Vous pouvez citer les noms. Non, on n'est pas sur ce terrain-là. C'est une référence que je donne pour dire oui, amener les enfants dans les centres de composition, mais quand si vous voulez le faire, vous allez les amener au portail, rentrer chez vous, permettez-leur de composer. Parce qu'à un moment donné, quand même l'enfant, malheureusement, compose mal une première épreuve, et qu'il sort et qu'il vous voit au portail, automatiquement, il a peur. La première réaction, c'est qu'il a peur. Je n'ai pas travaillé. Si je ne réussis, c'est pas que papa va dire. Donc, ça le déstabilise en partie. Je pense que mais je précise, ceux qui sont fragiles, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a ceux qui sont encore moins jeunes, il y a des enfants peut-être qui sont assez fragiles, franchement, à proprement parler, il faut les assister. Mais pour autant, qui sont vraiment brillants. Oui, pour autant, on n'a pas besoin d'aller faire les rangs devant les centres de composition. Je pense qu'il faut commencer par à éviter cela. D'accord. Henri, peut-être que vous ne partagez pas le même avis que Laurent. Non, il y a 2 points donc, de son analyse qu'il faut relever. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si votre enfant tourne autour de 17 ans, il est un peu conscient. Mais quand vous avez un enfant de 12 ans, 13 ans, allez voir comment ça va se passer. Même si ce n'est pas sa carte d'identité. Moi, j'ai été victime de ça où mon enfant, au bac, a oublié sa carte d'identité à la maison. Wow. Et heureusement qu'au portail, j'ai commencé par lui poser des questions. Est-ce que tout est au point? Et c'est de là que j'ai remarqué que ce garçon n'avait plus sa carte d'identité. Et là, je suppose que vous n'étiez pas là. Voilà. Et donc, c'est dit que oui. D'une manière ou d'une autre, ses parents... La présence des parents, à un moment donné, peut corriger, peut même arriver à galvaniser l'enfant. Oui, la présence des parents peut amener l'enfant à prendre conscience. C'est vrai, quand vous prenez un peu le lot des candidats, vous voyez un peu l'âge, vous allez voir peut-être qu'il y a des fragiles dedans. Mais il y a des gens, des enfants qui, au contact bien sûr des réalités quotidiennes, sont matures, tout le reste, on peut les laisser partir. Mais quand l'enfant n'a pas cette opportunité-là, où il faut le suivre, il ne faut pas lésiner sur les moyens. L'autre chose, il parlait donc tout à l'heure des filets sociaux. Oui, les filets sociaux. Mais là, il faut faire remarquer que Mme Véronique Taillefer, sa descendante, a fait un échange dans un langage franc avec les élèves, les candidats. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire remarquer que ça... On le sentait, elle était véritablement relax avec ses filles. Les filles également étaient relax. Donc, ils avaient créé une ambiance
une convivialité entre les enfants et les parents également doivent le faire. La conséquence, ça met en confiance les enfants. Ça met en confiance les enfants. Oui, c'est la conséquence, bien sûr, de cette politique-là où on dit toutes les filles à l'école. Oui. Mais là également, il y a que il faut aller voir derrière. Avec tact. Oui, mais en fait, cette affaire de toutes les filles à l'école, on n'a vu pas le passé, ce qui s'est passé. Hein. Oui, les filles ça à se l'école. concrétise justement, je crois. Il fallait partir de l'exemple. Et je crois que ce que fait Mme Véronique Taillefer aujourd'hui, c'est à saluer. Elle est l'exemple de la réussite de la femme. Oui, également, dans le quartier, il y a également des femmes modèles qui sont citées. Mais il y a des femmes qui sont citées, qu'elles citent parfois aussi, mais il faut que ces femmes aussi davantage prennent la parole pour aller au-devant. Quand je prends la société civile, il faut que la société civile davantage s'investisse en incluant ces femmes modèles dans leurs activités de sensibilisation pour aller à la rencontre des filles dans nos collèges, dans nos universités. Parce que dès lors qu'il n'y a pas le modèle, il n'y a pas le repère. Non. Donc, c'est le modèle qui fait le repère. Et dès lors que le modèle est devant la fille, moi, je suis fille, j'ai été à l'école, j'ai réussi, je suis médecin, je suis maintenant ministre. Et voilà, avant même d'être ministre, voilà ce que j'ai pu faire dans ma vie. Une fille qui entend ça et qui a vraiment la conscience, ça fait tic dans sa tête, elle a envie de réussir. Et donc, oui, je crois qu'il faut continuer cette initiative. Pourquoi ne pas même associer les autres femmes du gouvernement? Quand je prends Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, jeune femme très compétente d'ailleurs, il faut préciser dans son domaine, très compétente par exemple, avec son jeune âge devenu ministre, c'est des gens qu'il faut associer à ces initiatives. Dès lors que la ministre veut descendre dans des collèges, qu'elle soit accompagnée de cette jeune dame par exemple, qu'elle soit accompagnée de Madame Chadia, ministre du Commerce également. Et donc c'est des modèles, des références. Et donc, dès lors que Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou se présente dans un collège et dit à une fille, aux filles, j'ai été ministre à moins de 40 ans. Imaginez le petit que ça fait. J'ai été consultante, je sais qu'elle était consultante pour des gens, pas de mots dans ce pays, même au plan international. Voilà. Oui. Je prends notre nouvelle ambassadrice à Romenou, aux États-Unis également. C'est des gens qu'il faut mettre au devant de la scène. Ça va beaucoup plus motiver les filles. Dès lors que c'est comme ça, je crois que ça va ça passe facilement, on a les résultats. Et je crois que le gouvernement fera davantage cet exercice-là et faire en sorte que les parents aussi dans la maison, dans nos maisons, vous savez, fassent de même. Et il faut aussi que les enseignantes soient l'exemple des filles dans nos collèges. Ces enseignantes, excusez-moi, beaucoup hargneuses, je ne sais quoi, dans nos collèges et qui viennent avec la colère, qui montrent clairement que c'est parce qu'elles sont contraintes, elles n'avaient pas de débouché, qu'elles sont dans l'enseignement. Je ne parle pas de ce modèle. Je parle de ces modèles qui, dans la société, ont une vocation. Leur vocation, c'est d'enseigner. Quel qu'en soit le stress, quel qu'en soit la situation. Oui, voilà. Donc, il faut voir ça. Je donne un exemple. Moi, en seconde, celle qui m'a gardé en français, excusez le thème, elle est handicapée, en fait, motrice, si vous voulez. Donc, mais le problème, c'est que ça n'a pas empêché elle est professeure de français. Elle m'a gardé. Et je peux vous dire qu'en seconde, quand on m'a renvoyé pour la scolarité, c'est elle qui m'a payé la scolarité. Elle m'a motivé à évoluer, à continuer à étudier. Donc, d'accord, Laurent. Ces exemples-là, il y en a autour de nous. Il faut davantage utiliser ces exemples-là. Quand je pense à cette dame, par exemple, et qu'il y a une fille, excusez, handicapée quelque part, et qu'elle se dit, je ne peux pas. Quand vous mettez cette dame au devant de ces filles-là, cette fille-là, ça peut la réveiller. Et ça, elle peut faire beaucoup plus d'efforts et se surpasser. Henri, c'est bon? Oui, très rapidement. Oui, Laurent donc a cité ces modèles qui sont dans le gouvernement et dans les institutions, mais également dans nos quartiers. On peut doiter 2-3 femmes pour dire... Si vous permettez, j'ai quand même précisé son nom, le nom de mon professeur français en seconde. Oui, Togbenou Hélène, pour ceux qui la connaissent, elle est encore là. Et bon, ça fait longtemps que je l'ai vue. Alors, vous lui faites un petit coucou, oui, c'est justement pour ça que j'ai rappelé son oui, justement, ça fait dans la semaine, il faut aller Allez, nous allons passer à un deuxième sujet. Henri Yambodé, attribution des parcelles commerciales à Fidj-Rousset. Une commission mise sur pied, nous informe Libération dans sa parution du jour. Oui, c'est une belle initiative du ministère. D'abord, il faut rappeler que le ministère du cadre de vie avait donc fait pas donc de définir ces terrains, ces parcelles commerciales. Aujourd'hui, le comité, dans la question, donc, est appelé à régulariser donc, les formalités et tout le reste. Non, ce que moi, c'est une belle initiative, parce que là, vous savez, le nom
la route des pêches, il y a forcément donc des gens qui ont envie de faire des activités, de mener des activités et tout le reste. Donc il faut arriver donc à mettre à leur disposition ces parcelles-là. Les gens qui ont des initiatives, des entrepreneurs, des entreprises, des petites entreprises qui ont des initiatives, qui souhaiteraient quand même exploiter donc des espaces. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne met pas la politique à tout. Que ce comité-là soit impartial. C'est d'abord la première... ma première crainte, que ce comité-là soit impartial pour que ceux qui vont venir déposer un dossier, qu'on utilise ces dossiers-là dans l'impartialité totale, qu'on attribue donc effectivement les places à qui de droit. Et également, l'autre chose, c'est que il ne faudrait pas qu'on attribue à la même entreprise ou à la même personne plusieurs parcelles, parce qu'on arrive à trouver ces genre de choses où la même personne se met derrière un nom et puis à lui on attribue donc les choses. Si c'est 10 parcelles par exemple, lui seul peut se retrouver avec 8 parcelles. Et c'est là que se crée la magouille. La magouille. Donc pour moi il faut qu'il y ait de l'impartialité, de la transparence à ce niveau-là, pour que le reste, même pour l'instant, c'est ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est une belle initiative. Laurent? Oui, Henri parle de bonne initiative, mais que la politique ne prime pas. Oui, malheureusement, sous nos cieux, c'est souvent ça. On commence bien, mais la politique vient prendre le dessus et tout est mélangé. D'abord, c'est possible que la politique prime? Vous voulez que je vous réponde? Moi, je pense que oui, parfois, la politique prime dans les actes que nous posons dans nos pays. Malheureusement, ça commence bien parfois, mais il y a la pression politique qui vient parfois prendre le dessus ou qui vient tout mélanger. Et donc, de ce point de vue, je pense que oui, c'est possible, mais je ne souhaite pas ça. Je pense qu'il faut faire preuve de transparence et faire en sorte que oui, pour une fois, en tout cas, une fois encore, qu'on puisse décerner une satisfaction au gouvernement dans ce sens pour dire oui, ils ont fait les choses normalement et correctement. Donc, je crois que oui, on a à craindre. On a à craindre, mais il revient à ceux qui sont en charge de ce dossier de nous prouver leur bonne foi, leur intégrité, j'allais dire, et qu'on ne dise pas demain que oui, il y a ça à la tête du client. Non. Mais est-ce que c'était véritablement opportun de mettre en place un tel comité? Ah ben justement, parce qu'avec le débat qui est en cours dans tous les dossiers au pays, avec tout ce qu'on observe, il faut quand même mettre un comité en place. Là, désormais, s'il y a un problème, on sait à qui s'attaquer. Parce que le plus souvent, on dit souvent pour ces trucs-là, on dit c'est le gouvernement, on dit c'est le ministère du cadre de vie, après on dit c'est CIMO. On ne sait plus véritablement. Vous saisissez la CIMO, on vous dit non, que c'est le gouvernement. Et puis le gouvernement, le ministère du cadre de vie, on dit non, c'est pas, il y a que la cellule se trouve à la présidence. Mais quand il y a un comité, il faut quand même s'assurer que oui, bon, ceux qu'on a mis dans le comité ont un bureau quelque part où ils siègent pour travailler. Et quand il y a un problème, il faut s'adresser à ces personnes. C'est très bon de mettre en place un comité. Allez, Laurent, troisième sujet. Pendant que les élections générales s'approchent à grands pas, Laurent Yankadia, que vous connaissez très bien, l'ancien maire de Glasgow, intègre le bloc républicain. Je ne connais pas très bien. Je sais qu'il y a un Laurent Yankadia qui a été maire de Glasgow, acteur politique. Il y a un Laurent aussi. Mais il s'appelle également Laurent. Oui, mais justement, non, quand je veux rectifier, vous dites que vous connaissez très bien. Oui. Je le connais du point de vue actualité politique de mon pays, ancien maire, tout ça là. Donc on le connaît très bien. Il y a connaître et connaître très bien. D'accord. Alors, donc oui, un Béninois que je connais, maire de Glasgow par le passé, qui a décidé de rejoindre le bloc républicain, c'est son choix. Et chacun essaie de voir, notamment à la veille de chaque année électorale, voir peser le pour et le contre pour voir où est-ce que je peux avoir des chances d'être réélu et de me remettre encore au devant de la scène politique. C'est un choix. J'ai vu qu'il a réussi à mobiliser les ténors de la région autour de lui. Et il est accompagné de l'actuel maire et puis du ministre de l'énergie. Oui, justement, c'est pour dire qu'il a mobilisé les énergies autour de lui dans la région pour quand même revenir en force au devant de la scène. Veut-il toujours redevenir maire de Glasgow? Wait and see. De toute façon, c'est un choix pour chaque citoyen. Vous pouvez décider, vous, de rejoindre l'UP ou l'UP Le Renouveau demain. On va peut-être aviser, Laurent. Bon, de toute façon, bonne chance à lui. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que oui. Vous pensez qu'il pourra peser dans la balance au cours de la compétition? De toute façon, il a été d'autres challengers? Oui, il a été maire quand même. Il y a l'expérience. Et donc, quand on sait un peu qui il est dans la région avec son background, son passé politique,
je crois qu'il ne faut pas le minimiser, le sous-estimer pour autant. Et si d'ailleurs même le parti le reçoit comme ça et que le ministre Paulin Aponan qui s'investit à enraciner davantage le parti le républicain dans cette région du Bénin l'accompagne dans cette initiative, j'ai entendu dire, ou bien j'ai lu quelque part, qu'il y a même le grand Baobab. Pour moi, c'est un personnage au-delà de tout, même si avec son parti n'a pas réussi à engranger de grands résultats, c'est quelqu'un qui a son mot à dire dans cette région, notamment Jean Gounangbe, voilà, et qui était aussi mobilisé autour de lui. Et donc, quand vous arrivez à à mobiliser et puis à obtenir cette personnalité autour de vous, autour d'une adhésion, je crois que oui, c'est très important. Maintenant, est-ce que les populations sur le terrain vont accompagner cette initiative? Justement, une chose est de se mobiliser quand on fait une adhésion et qu'on veut le faire, il faut mobiliser les gens. Et vous savez très bien que ça s'accompagne de certaines motivations. Il y a le monde qui vous accompagne parce que la motivation est là, évidemment. Mais est-ce que cette motivation tient compte? Quelle est cette motivation? Bon, les acteurs comprennent parce que vous n'avez peut-être pas compris les langages politiques. Alors, donc, cette motivation peut faire que les gens soient nombreux le jour-là. Mais est-ce que cette motivation va davantage être assez consistante pour les contraindre à faire ou bien les convaincre à faire le choix? Vous pouvez justement nous répondre à cette question? Non, oui, justement, c'est ça. Il y a foule, il y a électeurs. Donc oui, est-ce que Laurent Yankadia, parce qu'il a fait le sang d'adhésion, cela suffit à penser que oui, il est revenu en force? Non, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Les adhésions, ça, c'est 1%. Pour moi, c'est 1% dans la balance. Les 99 autres c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Allez convaincre les gens et revenir. Si les gens que vous avez frustrés peut-être par le passé quand vous étiez aux affaires, leur dit écoutez, je suis revenu pour réparer les choses. Je suis revenu pour faire la paix et autres là. Donc, il faut convaincre les gens sur le terrain. Il faut davantage aller rencontrer les leaders religieux, les chefs quartiers, chefs villages dans les localités, les convaincre de ce que oui, on veut faire les choses autrement. Donc, c'est le plus gros travail. C'est à ce niveau et c'est pour ça que je dis oui, l'adhésion, d'accord, oui, bonne chance à lui, mais attention, qu'ils comprennent qu'il a du boulot sur le terrain, parce que quand on se réfère aux dernières législatives avec les résultats obtenus dans ces régions, je crois qu'ils ont intérêt à se prendre au sérieux. Henri Yamodé, oui, nous parlons justement de Laurent Yankadia. Laurent Yankadia, qui fait son comeback dans la mouvance politique, oui. Et on dit il vient en renfort pour le parti BA dans les collines. C'est le mot en renfort qui me dérange un peu. Pour dire pourquoi est-ce que ce mot quelle est sa popularité, quel est son background politique aujourd'hui, quel parcours politique était-il encore? Qui fut maire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que vous savez quoi, il a quitté les affaires, je dirais ça comme ça, il a quitté les affaires, donc il a perdu un peu sa cote politique. Parce que quand vous êtes aux affaires, vous avez une autre cote politique qu'on peut déterminer, comme l'a dit Laurent, il y a la différence entre foule et électeur. Et quand on parle de forte mobilisation, on sait comment on se fait très souvent pour ce genre de cérémonies, d'événements, comment on arrive à mobiliser les gens, comment on arrive à mobiliser les groupes de femmes, les groupes folkloriques, quand même avec de la motivation. Mais il n'est pas seul, Henri. Mais non, c'est lui qui est soutenu par le ministre Aponan, il est soutenu par l'actuel maire de Ougazoue. Je ne vous fais pas ça sur cette affaire-là pour vous demander d'aller vérifier, par exemple, il y a un événement pareil ici, il y a eu un événement pareil ici aussi à Calavi, dans la 6e, où on a mobilisé donc plus de 700 personnes. Mais au soir, après cette affaire-là, on a constaté que derrière, la personne est réduite à son nombre seulement. À son nombre. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en renfort aujourd'hui pour le parti BIA. Oui, d'accord, il a fait une adhésion, oui, parce qu'il veut reprendre du poil sur la bête, il veut intégrer, il veut revenir aux affaires. Oui, d'accord. Mais en renfort, je dis, ça perturbe un peu. C'est trop. Maintenant, on est à l'approche donc des élections de 2026 où chacun cherche donc à se repositionner. Donc c'est un repositionnement stratégique avec un tapage médiatique qui accompagne ça pour montrer que oui,
l'oiseau rail dans la cage, l'oiseau rail est venu pour soutenir. Oui, la présence de... Mais moi, j'ai suivi dans les vidéos, les photos qui ont circulé, il y avait une forte mobilisation, Henri. Oui, une mais très forte mobilisation. Oui, voilà, vous avez rajouté. Oui. Vous dites une très forte mobilisation. Non, ce n'est pas négligé, Henri. Mon cher Arthur, allez vérifier qui sont ceux qui sont venus spontanément. Ça doit craindre, ça doit faire peur l'adversaire. Qui? Henri. Quel adversaire? Je vous demande, allez vérifier ceux qui sont venus spontanément à l'annonce de cet événement-là. Ceux qui sont venus d'eux-mêmes, sans même qu'on les demande de venir. Laura. Non, c'est pas ça. Après votre question que je fais cette analyse-là. Qui sont ceux qui sont venus spontanément? Parce que c'est ça et ça également. Si je suis militant ou sympathisant de cette formation politique et qu'il y a un tel événement, je vais spontanément, sans qu'on me demande, sans qu'on me promette le déplacement. D'accord? Mais quand vous dites une très forte mobilisation, on sait comment ça s'organise, bien sûr. D'accord, cette affaire-là. Et donc, c'est pour dire qu'au soir, laissons le temps pour vérifier si vraiment, encore aujourd'hui, la cote de popularité que détient Laurent Yankadia, quand il était maire, s'il détient encore cette cote de popularité, elle vérifie. Vous allez voir tous les anciens ténors, tous les anciens hommes politiques, dès qu'ils quittent le pouvoir, ça descend automatiquement, ça chute automatiquement parce que vous n'avez plus cette facilité ces opportunités à promettre aux gens. Donc, oui, revenir donc dans la famille de la mouvance présidentielle, c'est un acte, mais dit en renfort, moi je pense que non, pas en renfort, mais c'est un repositionnement stratégique peut-être qui va peut-être permettre également aux partis politiques de miser sur encore d'autres tenants. Oui, la présence du ministre, ça peut également contribuer à quelque chose, ça peut également contribuer à soigner l'image de l'événement. D'accord? Donc au-delà de tout, on ne peut pas dire qu'il y a une très forte mobilisation sur les 100% qui sont ceux qui sont venus spontanément sans qu'il n'y ait pas de promesse. Ok. Moi, je crois que véritablement, oui, il faut, quand on dit qu'il vient en renfort, c'est quand même réduire les anciens tenants le parti à ce que, oui, le parti ne pèse pas et que le parti en chute libre dans la séquence électorale cherche du renfort. Il faut quand même, oui, aller chercher Laurent Yankadia et autres professeurs. C'est possible parce que vous voyez, dans la 10e Glasgow et autres en 2023, on a pu voir l'avènement du Parti des démocrates et qui ne s'est pas laissé faire. Et il y a aussi l'UP qui est là et donc oui, peut-être oui, face à leur faiblesse, ils se disent que Laurent Yankadia étant ancien maire peut quand même apporter quelque chose. Je prends l'exemple de la 6e ici. Si demain on dit que Khoudé vient en renfort au parti Bloc républicain, ça ne serait pas une surprise pour moi. Je peux quand même comprendre ça. Pourquoi? Parce que au cours de deux élections législatives successives, le parti Bloc républicain n'a réussi à avoir qu'un seul député, Nathaniel Sokpo-Ekpe. Et donc, juste que, oui, à un moment donné, il faut aller chercher quelque part, peut-être que dans leur calcul, peut-être que dans leur calcul, dans leur, comment vous appelez, dans leur recherche, ils se sont dit, bon, lui pourrait faire l'affaire, il pourrait nous renforcer, et jouissant de l'estime de la population à un moment donné, et compte tenu des déboires qu'il a pu connaître par le passé, et puis s'il revenait, peut-être que 2 ou 3 personnes peuvent le suivre et nous aider à voir ce que donc je pense véritablement que oui, le thème renfort pour autant n'est pas mal choisi, sauf que bon, on attend de voir au soir des élections en 2026 pour voir si véritablement s'il est venu renforcer, parce qu'on a vu des gens qui sont allés renforcer les partis dans ce pays en annonçant que les partis pouvaient avoir 20%, et eux-mêmes n'ont pas réussi à avoir 1% dans leur zone, évidemment. Et donc oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est les résultats des élections qui déterminent si tel a renforcé ou pas tel parti. Alors Laurent, le prochain, celui dont nous allons parler cette fois-ci, c'est bien sûr Paul Onkpé. Dynamisme Info pense que Paul Onkpé perturbe les fainéants politiques. On le sent beaucoup plus sur le terrain à présent. Il est sur presque tous les fronts. Quelles sont vos appréciations? Il n'est pas sur tous les fronts. Il envoie des représentants. Pourquoi? Il envoie des représentants. C'est d'une manière ou d'une autre lui qui a envoyé les représentants, Laurent. Oui, justement, bon, il n'est pas sûr. On l'envoie, il a envoyé des missionnaires dans toutes les régions du Bénin pratiquement pour installer l'ex-communication, par exemple les coordinations communales ou d'arrondissement, c'est quoi là, c'est quelque chose comme ça que j'ai pu lire. Et on dit que son activisme dérange les faits néant politiques.
J'en ris. Au fond, oui, c'est vrai que nous avons tous réclamé et dénoncé l'inactivité des partis politiques. Nous avons réclamé que les partis aillent au fond pour vraiment être en activité, travailler. Mais là, ça vient un peu. Et ça vient, et Paul Rompin montre le chemin certainement aux autres forces politiques pour dire, oui, sortez de votre zone de confort, sortez, on veut vous voir sur le terrain. Paul Rompin fait ce travail. Mais fondamentalement, est-ce que Paul Rompin dérange quelqu'un? Peut-être que vous, il ne vous dérange pas, alors. Oui, il ne me dérange pas, moi, vous pensez. Bon, moi, je pense qu'il ne dérange pas quelqu'un. Il ne dérange pas quelqu'un. Il se dérange lui-même d'abord. Il ne dérange pas peut-être les militants et militantes de l'UPR, il ne dérange pas peut-être les militants du Bloc républicain. Pour déranger, il faut quand même avoir une force. Bon, quelle est la force de... Moi, quand je lisais ça ce matin en venant au boulot, j'ai ri, mais mon ami parfait, d'où sort-il encore cette affaire avec... Je me rappelle que c'est le directeur de publication de Guillaume Sefo. Je me dis, mais d'où sort-il encore cette affaire pour dire Paul Rompin dérange quelqu'un? Il dérange qui? Il va déranger qui? Non, je crois que véritablement, il fait son travail, ce qu'il doit faire sur le terrain normalement. Et vous pensez qu'il ne dérange pas les débats, j'ai comme l'impression que parfois les débats que les gens font dans les groupes WhatsApp, vous en savez quelque chose, où les gens disent mais ce qu'il fait n'aura aucun résultat. J'ai comme l'impression que ces informations glanées celles-là amènent parfois à penser qu'il dérange. Non, il ne dérange personne. Il dérange personne. Est-ce que c'est l'UP qui va déranger? Est-ce que c'est le BR? Est-ce que c'est le Parti démocrate qui va déranger? S'il pouvait véritablement déranger les gens, c'est qu'en 2023, il aurait pu les déranger pour avoir des élus au Parlement. Leur avènement l'a effacé de la scène politique. Sauf que la chance qu'il a, c'est que pour être encore là, il a encore les 6 mai là, sinon en réalité, ce parti aurait déjà disparu. Donc je crois que véritablement, il faut éviter ça parce que ça fait rire. Et si vous voulez, ça fait dormir parfois, ces trucs-là. Je pense véritablement, c'est mon avis et ma conviction, j'en suis sûr, il ne dérange personne. S'il veut déranger véritablement quelqu'un, qu'il travaille et qu'au soir des élections, qu'on le voit avec des élus. Et s'il entend... Donc vous pensez qu'il ne travaille pas encore? Non, une chose est d'installer. Vous savez, il y a beaucoup de... Est-ce que vous avez idée de toutes les fonctions politiques qui ont fait le tour du Bénin, qui ont installé les coordinations départementales, communales, d'arrondissement? Est-ce que vous avez idée? Et qui, au thème des élections, en arrive à s'en sortir avec 3%, 2%, ou 39 000 voix, 10 000 voix. Ils ont quand même travaillé. Oui, donc qu'ils fassent son travail, mais qu'ils cessent de penser qu'ils sont en train de déranger quelqu'un. Parce que les autres, je ne pense pas, je ne vois pas qui dérange. Il peut déranger peut-être JSR qui n'a pas d'élu, qui aspire à avoir d'élu. Il peut déranger MPL qui aspire à avoir d'élu. Bon, peut-être qu'il dérange Daniel Eda, on ne sait jamais. Daniel Eda. Non, formellement, et je vais être honnête pour dire, et sincère pour dire, si je mets Paul Rompin et Daniel Eda dans la balance, pardon, si ce n'est pas un problème d'organisation au niveau de Paul Eda et Daniel Eda, pardon, je ne pense pas que Paul Rompin puisse se mesurer à Daniel Eda. Franchement? Je le dis, et ça c'est ma conviction. Je pense que quand je dois... vous pensez, si on met les deux dans la balance, je voterai pour qui vous pensez moi? Je voterai pour Daniel Eda. Parce que je vois son parcours, je vois qui il a été, je vois la constance dans ses idées, au-delà de tout. C'est vrai qu'il dit qu'il est candidat. Paul Rompin aussi a un parcours, politiquement parlant également. Oui, vous épousez son parcours et vous êtes libre de le choisir. Mais moi, je pense que, parce que c'est vous qui avez parlé de Daniel Eda, je ne voulais pas comparer les deux, mais vous m'avez obligé à comparer les deux. Je vous dis, moi, si je dois mettre les deux dans la balance, je pense que vous allez opter pour Daniel Eda, et sans même réfléchir. Ah bon. Henri Yambodé, Paul Rompin. Bon, j'ai un peu de difficulté à parler de cette information politique ce matin, mais bon, je vais essayer. Ah bon, c'est si difficile de oui, parce réagir. Quand on dit l'activisme politique de Paul Rompin dérange les fainéants politiques. Je réfléchissais dans la sphère politique de notre pays, le Bénin, qui se retrouve être fainéant politique. Est-ce que on parle des autres formations politiques comme l'EP, BR ou bien LD, les plus en vue aujourd'hui? Est-ce qu'on parle des autres formations politiques qui n'ont pas d'élus? Parce qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est que c'est le code électoral. Et en 2026, on verra vraiment qui est acteur politique, qui maîtrise le terrain. Et pour ça, je pense que le travail doit être fait autrement.
Paul Onkpé, oui, pour ce qu'on voit là, si ça se résume seulement sur les réseaux sociaux, ils vont tomber encore à la renverse pendant les élections. Parce qu'en réalité, j'observe qu'il y a certains hommes politiques qui ont tendance à prendre les réseaux sociaux comme baromètre. D'accord? Donc, dès qu'on fait une petite activité où il y a peut-être 3, 4 personnes, où on devrait avoir normalement une cinquantaine de personnes, on fait en sorte qu'on publie dans les forums, dans les groupes, pour montrer qu'on a fait une activité. Est-ce que c'est parce que Paul Onkpé aujourd'hui, avec la FCBE, qui a une histoire perturbante également? Parce que une histoire perturbante. Oui, quand on prend FCBE... Vous pesez bien vos mots. Hein. Absolument. Quand on prend FCBE, vous savez, FCBE a été arraché à Boniaï. Donc cette histoire-là est restée. Cette image-là est restée, est collée. D'accord? Donc il faut qu'on travaille d'abord à montrer aux gens que, écoutez... Il était question des FCBE, maintenant il est question de la FCBE. Ça ne change en rien. Qui vous dira ça? Non, ça ne change en rien. Ça, c'est littérature. Oui, mais dans les actes, dans les esprits des gens... La nuance est là. Oui, vous le direz, parce que vous êtes littéraire, parce que vous êtes... comment dire vous êtes... je ne suis pas enseignant littérature. Oui, vous êtes intellectuel. Voilà le mot que je cherche. Vous êtes intellectuel. Mais dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Béninois, que ce soit la FCBE ou bien la FCBE, a été arrachée à Boniaï. D'accord? Et donc, il y a cette histoire-là, il y a cette image-là que projette, bien sûr, Paul Onkpé à un moment donné. Il y a cette histoire-là, il y a cette image-là qui lui est collée son acquaintance avec le gouvernement en place. Et qui joue sur lui. Et lui-même, sur un plateau de radio, a dit « Je travaillerai à être en accord de gouvernance avec les partis de la mouvance. » Donc, il y a de ces actes-là qui trahissent peut-être ce que fait Paul Onkpé aujourd'hui. Et pour moi, on ne peut pas penser que ça y a un travail de gladiateur, un travail colossal pour dire que ça perturbe les fainéants politiques. Les fainéants politiques, qui sont ceux-là qui sont les fainéants politiques? Moi, je ne suis pas politicien. Et si, en tant peut-être à Rondemain, on ne sait jamais, peut-être... Encore que lui. Voilà encore, voilà encore un autre intrus. Bon, vous savez, dans la vie, on se donne des passions. Dans la vie... On se donne des passions. Oui. Et la passion de Rondemain, peut-être, c'est de se retrouver donc au sein d'une forte mobilisation, d'accord, pour montrer que oui. Il est là, je suis là. Je suis là. C'est moi le mécène. Parce que on le voit énormément ces derniers temps. Rondemain n'est rien au niveau de la formation BR. Il n'a aucune place dans la formation BR. Mais il arrive à débourser de l'argent. Il faut le dire, il faut utiliser les vrais mots. Il multiplie les actions. Parce qu'il a les moyens. Il met les moyens. Peut-être que son intention, il a forcément une intention. Parce que quand vous posez ces actes-là, forcément vous avez une intention claire derrière. Peut-être que Paul Onkpé lui fait peur. Il fait peur à Rondemain? Ou bien Rondemain fait peur à Paul Onkpé? Il n'y a pas photo. D'accord. Il n'y a pas photo. Parce que... Il n'y a pas photo. Non, si vous voulez, allez dans les... Rondemain ne peut pas faire peur. Moi, j'ai dit qu'entre Daniel Eda et Onkpé, Onkpé ne peut pas faire peur à Daniel Eda. Maintenant, à Rondemain, ne comparons pas aussi pour comparer. À Rondemain ne peut pas faire peur à Paul Onkpé. C'est-à-dire que soyons justes dans les trucs pour comprendre que oui, du point de vue politique et au vu, compte tenu de... Moi, j'ai opté pour Daniel Eda dans la première comparaison, compte tenu d'un certain nombre de choses, du parcours background, et puis constant dans les idées. Maintenant, quand on va venir, on revient au même niveau que Paul Onkpé et à Rondemain. D'abord, les deux partent sur le même pied d'égalité, mais malheureusement, l'autre, sa présence sur le terrain avec son parcours de président de parti politique. Ne comparons pas les deux pour comparer. Mais qui sont ces fainéants, selon... dont parle le confrère. Poser la question n'a pas fait beaucoup d'explications. C'est à lui de répondre. Et c'est pour ça que il disait, d'où est-ce qu'il sort ça encore un matin pour nous dire qu'il fait une politique. Mais non, sérieusement, je pense que il y a de ces clichés-là qu'on a collés à Paul Onkpé, qu'il doit travailler à enlever, qu'il doit travailler à dissiper. Ces clichés-là qui font de lui quelqu'un qui n'est pas vu autrement. Sinon, je prends au niveau du code électoral, l'accord de gouvernance, en temps normal, si c'est qu'il y a eu cette impartialité, ce rôle-là qu'il devait jouer en tant que
opposants, et les partis, les démocrates ne réfléchissaient pas à 1 minute avant de signer un accord de gouvernance avec lui. Mais pour aujourd'hui, c'est que on n'a pas, les gens savent sur la compétence avec le gouvernement. Mais lui dit non, je suis une formation relevant de l'opposition. C'est normal, chacun a sa compétence. Mais pour moi, parce que dit que Paul donc perturbe les fainéants politiques, peut-être, oui, en publiant tout ce qu'on fait là sur les réseaux sociaux, on peut dire oui, ça demande. On peut dire oui. Vous savez, comme on a dit, il y a plusieurs manières également de montrer qu'on travaille. On peut faire donc, le semblant pour dire qu'on travaille. Une campagne médiatique rude ou je l'ai dit, vous mettez deux, trois chaque fois à la une des journaux. À la une des journaux et tout le reste. Mais en fond, est-ce que véritablement, est-ce que Palompe perturbe avec les activités qu'il mène la perturbe, eh bien, certains hommes politiques? Je ne saurais le dire. Alors, si vous permettez, je reviens sur quand même l'aspect Laurent Yankadja dans la 10e pour dire que oui, bon, c'est possible qu'il soit en renfort. Parce qu'au terme des élections législatives 2023, dans la 10e, le Parti démocrate a eu 2 sièges, d'accord? L'UP a 1 siège et l'UBR a un seul siège également. Et notamment, vous vous rappelez cette fameuse situation où on a repêché Benoît Assoin-Degla, député. Évidemment, et le Edmond Agua aussi qui s'en est sorti difficilement. Donc l'UP avait 1, le BR avait 1. Donc on parle de renfort. Plus ou moins, peut-être qu'il vient maintenant pour le renforcer, pour que Benoît Assoin-Degla ne soit pas repêché comme en 2019 et en 2023. Parce qu'en 2019, il a été repêché de justesse. Attendez, il a été repêché. Non, après, parce qu'on était tous là quand les résultats ont été proclamés après. Et donc en 2023, le même schéma est arrivé. On le voyait déjà en ballottage et puis finalement on dit qu'il a été élu député. Donc cette fois-ci, peut-être que voyons le danger. Quand on mettra par exemple Laurent Yankadja aux côtés donc de Benoît Assoin-Degla, il ne pèsera pas. Non, en fait ce que je dis c'est 2 voix de plus. Vous savez, avec le nouveau code de lui, le parti qui a le plus de suffrage se voit attribuer le poste qui est réservé à la femme. Et c'est ça qui fait la force du Parti des démocrates, a fait la force du Parti des démocrates pour qu'ils en arrivent à avoir 2 députés. Et donc ici maintenant, si les quelques 5 voix ou 10 000 voix ou 1000 voix, si vous voulez, ou 2000 voix que Laurent Yankadja peut amener, peut les aider à avoir le maximum de suffrages dans cette localité. Ça peut leur permettre d'avoir le second siège, la dame, justement. Et donc, il revient à madame, comment vous appelez, Edwige Tossou, députée de cette localité, de travailler dur pour ne pas perdre son poste. Non, encore que la dame dont vous citez, Edwige Tossou, Edwige Tossou, ou bien à mon sens, c'est pas, oui. Je l'ai reçu. De toute façon, c'est Edwige. Je l'ai reçu une fois. Je vois que c'est une dame qui n'est pas comparée à certaines femmes politiques aujourd'hui. Parce qu'elle a un parcours également. À part que, avant de devenir députée, elle a fait un parcours. Et elle a été même au cœur même du social dans sa région. D'accord? Et là, il y a ça aussi. Edwige Tossa. Et donc, pour moi, il y a des choses, il y a des acteurs qu'on ne peut pas comparer. Des acteurs qui peuvent dire je suis à tel niveau, et sans même qu'il y ait appel, qu'il y ait un regroupement autour de cette mobilisation. Donc, c'est pas la même chose. Vous parlez de quel parcours pour juste ça? Laurent Yankadja ne pèse pas aux côtés donc de Benoît Assoin-Degla, qui a un parcours, vous connaissez, qui a fait au moins non négligeable. Donc, on ne parle pas de renfort. D'accord? C'est un repositionnement. C'est un repositionnement. Moi, je parlerai. Pour les élections, pour les si vous voulez, moi, c'est votre avis. Oui. Si vous voulez, moi, je parle de renfort parce que j'ai précisé tout à l'heure qu'en 2019, Benoît Degla a été repêché de justesse. En 2023, il a été repêché. Peu s'en fallait, il ne serait pas député. Oui, mais dans ces conditions, il faut travailler d'abord avant d'être repêché. Non, mais dans ces conditions, quelqu'un qui vient pour permettre d'avoir 2-3 voix de plus, vient en renfort. Mais ne dites pas 2010 000. Sauf que Laurent Yankadja, il revient aussi de davantage travailler sur le terrain pour rassurer ceux qui l'ont accepté qu'il est venu pour vraiment aider à avoir un résultat. C'est tout. Allez, merci. C'est pas
la chasse gardée donc de BR, d'accord? C'est pas la chasse gardée également de UP. Mais il faut aller travailler sur ce terrain-là parce que n'oubliez pas que les LD aujourd'hui sont en le vent en poupe aujourd'hui avec tout ce qu'ils font, d'accord? Même si ce n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux comme le fait la FCBE tout à l'heure pour montrer qu'ils sont en train de travailler, et ça perturbe donc les phénomènes politiques. Donc il y a une force qui est encore là. Et donc la présence de Laurent Nyankaja ne doit pas être considérée comme un renfort, d'accord? C'est votre opinion, Henri Yambonnet. Merci, Laurent Tonekes.